Bonsoir, chers étudiants. C'est donc la vidéo de conclusion, à la fois partielle sur le Front populaire et ses conséquences, et conclusion générale sur le déroulé de ce que j'ai survolé dans ces vidéos. Sur la conclusion sur le Front populaire, cela résulte de la description que j'ai donnée des accords Matignon, et évidemment du climat dans lequel ces accords sont conclus au terme d'un mouvement social imprévu qui lui-même était la conséquence non prévue, bien évidemment, d'élections aux résultats non prévus, qui voient le Parti socialiste devancer le Parti radical. J'insiste sur le mot imprévu parce que c'est cette difficulté que l'on a avec le recul qui parfois contribue à faire des analyses un petit peu anachroniques. Mais bon, les accords Matignon, immense avancée sociale, c'est ce que l'on va garder, et dont le symbole que je n'ai pas évoqué, parce qu'il faut bien garder toujours des billes, c'est la réduction massive de la durée du travail, avec le passage à la semaine de 40 heures. Avant, la durée légale du travail était de 48 heures, là c'est 40 heures. Et un des symboles qui, sur la longue durée d'ailleurs, qui va caractériser l'une des lignes de partage, y compris aujourd'hui. Je me suis un petit peu laissé aller hier sur la comparaison objective sur la productivité du travail entre la France et l'Allemagne. Il suffit de regarder les choses sérieusement pour se rendre compte que ce que l'on raconte et que l'on impose comme vision commune des choses, comme air du temps, ne correspond en rien à la réalité. L'idée, la réduction du temps du travail, qui va affaiblir sur la longue durée la France et en quelque sorte la livrer incapable de s'être préparée aux appétits hitlériens. Voilà un des éléments du procès qui va être induit. Je voudrais, moi, très fortement nuancer et dire que si le Front populaire, après cette bouffée d'espérance, d'espoir, est tombé dans une forme d'inquiétude, c'est d'abord parce qu'il y avait des contradictions internes, notamment le fait que les radicaux avaient plus que mal supporté la branlée électorale qu'ils avaient subie en avril-mai 1936. Eux non plus n'avaient pas prévu d'être dépassés par le Parti socialiste. Et ils ont un petit peu réagi dans certains cas comme ils avaient réagi vis-à-vis de l'émeute du 6 février 1934, s'estimant spoliés de ce qui naturellement aurait dû leur revenir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le gouvernement Blum a, même si ce n'était pas directement prévu, engagé ce très grand moment de progrès social symbolisé par ces accords Matignon. Alors on va lui reprocher. Et on va instruire 3 procès fondamentaux. Et qui trouveront leur conclusion catharsique dans la France de Vichy. Le discours officiel sera « c'est la République, et notamment la République dévalorisée par le Front populaire, qui est responsable de la défaite de 1940. » Alors je dis clairement que ce procès en délégitimation est ignoble, et je vais prendre 3 aspects. D'abord, je l'ai déjà évoqué à travers l'intervention de Xavier Vallat, l'antisémitisme. Ce qui est insupportable aux yeux de beaucoup de gens, c'est
que Blum soit juif. Alors, sur la question de l'antisémitisme chez Blum, Blum a toujours pris le parti de répondre avec le plus parfait mépris, ce qui est une politique morale qu'il honore, mais très probablement des pans entiers de la France traditionnaliste, jusque y compris dans les milieux catholiques, je pense aux déclarations du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, primat des Gaules, et qui fait campagne contre le Front populaire. Très nettement, dans beaucoup de prises de position de ces milieux traditionnalistes et ruraux, parce que Vichy sera aussi, par rapport aux inquiétudes de la modernité, une revanche des ruraux. Toute la grande thématique, toujours développée par le maréchal Pétain plus tard, la terre ne ment pas, les véritables racines. Comme disait Xavier Vallat, quelqu'un dont les racines plongent dans les entrailles même de notre sol. Voilà. Quand je dis que Blum a toujours réagi aux accusations d'antisémitisme, aux menaces antisémites contre lui, en les traitant par le plus parfait mépris, je vais prendre un exemple tout à fait éclairant. On accuse Blum depuis la parution d'un de ses livres de jeunesse, il avait déjà un âge mûr. Il avait publié, je ne sais plus à quelle date, si c'est aux alentours, au début du XXe siècle, disons aux alentours de 1905, vous vérifierez la date, un essai qui s'appelait « Du mariage ». Je prends exprès cet exemple-là. Et dans cet exemple-là, Blum développe la thèse que pour fonder, n'est-ce pas, une vie de couple harmonieuse et heureuse, il est impossible de laisser les jeunes filles dans un état de suggestion et donc d'admettre que pour des garçons, une forme de liberté sexuelle puisse exister avant le mariage, voire après, tandis que pour les filles, ben non. Et que l'émancipation féminine passait aussi par leur corps, tout simplement. Et que le but, c'était ainsi de favoriser, dans la mesure du possible, et au-delà des relations personnelles, bien évidemment, quelque chose d'harmonieux. Que n'a-t-on entendu? Blum pornographe, Blum pédophile, Blum, vous voulez déstructurer, n'est-ce pas, la fonction sacrée de la mère de famille. Et donc ce livre avait fait l'objet d'un immense scandale. Il entre dans la campagne de Front populaire. Tout d'un coup, dans le climat anti-étranger, dehors les métèques, Blum l'apatride, le juif efféminé dont la voix est grêle, n'est-ce pas? Et voilà, Blum le pédéraste, Blum, etc. C'est parce que c'est ça que l'on entend. Blum le levantin, dans ce climat xénophobe. Je suis passé rapidement là-dessus, mais c'est une donnée fondamentale. Dehors les métèques, hein, d'étrangers, voilà l'ennemi. Je vous ai donc dit quelques mots quand même, et qui tranchent par rapport à la période où, pour des nécessités économiques, je répète, je ne suis pas naïf sur le sujet, et je ne crois pas que la générosité soit un acte gratuit, malheureusement, pour l'ensemble de la société française. Et je le déplore. Ça, c'est un autre sujet, ce sont mes engagements à moi. Donc, face à ces accusations, on pourrait penser que Blum laisserait dormir au fin fond de l'oubli cet essai du mariage. Point du tout. Point du tout. Moi, je pose comme remarquable qu'il ait republié à ses frais
au printemps 1936, ce livre honni par tous les milieux conservateurs du mariage. C'était une façon de faire un gigantesque pied de nez, ou mieux un bras d'honneur, à tous ces milieux-là racistes, antisémites et xénophobes. Je dois dire que vous me commencez à me connaître suffisamment pour penser que dans mon esprit, cela mérite un grand coup de chapeau. Blum a toujours décidé de ne pas répondre à ces attaques antisémites. Alors évidemment, c'est parfois malvenu d'évoquer cette question-là, puisqu'on trouve même des historiens républicains dignes de ce nom, qui, lorsque je me suis lancé dans des travaux là-dessus, m'ont dit « Mais finalement, tu vas faire le jeu de l'extrême droite ». On m'a ressorti l'air « La vérité n'est pas toujours révolutionnaire ». Voilà. Je les ai fait, ces travaux, et j'en ai payé le prix. Mais je suis en paix avec moi-même et avec ma conscience. Le second procès que l'on fait, c'est à cause des 40 heures, à cause du désordre social, les usines d'armement ne vont pas bien tourner, la nationalisation des industries de guerre ne sera pas suffisante et la France sera totalement désarmée face à Hitler. C'est faux! On sait depuis la thèse de Robert Frank, qui a analysé en détail le prix du réarmement français, que c'est le Front populaire qui a sciemment choisi d'armer et de moderniser l'armée française. De sorte qu'en 1940, quasiment dans tous les domaines, l'armée française sera mieux équipée, y compris en blindés. Dans l'aviation, c'est un peu plus juste. Mais les programmes de réarmement n'ont pas encore tout donné. En tout cas, pour les blindés, c'est évident. Les Français sont mieux équipés que les Allemands. Sauf que les Français ne savent pas s'en servir. C'est-à-dire que les Français sont prisonniers de la conception issue de la fin de la Première Guerre mondiale, où l'arme blindée n'est qu'une protection mobile de son infanterie. Et la différence se fera uniquement sur le choix stratégique et tactique militaire. Les Allemands optent pour la concentration de divisions cuirassées concentrées pour couper le front en des points précis. Avec une surprise stratégique, ils passeront par les Ardennes. L'armée française, prisonnier au nom du pacifisme et du sacrifice inouï consenti entre 14 et 18, elle, l'armée française, sera dans une conception défensive, ligne Maginot imprenable, et la meilleure armée du monde sur les plaines à la frontière franco-belge. Invincible. Ce que la propagande dira, nous vaincrons, parce que nous sommes les plus forts. Et la guerre se jouera en quelques jours, autour du 10 mai 1940, lorsque les divisions cuirassées de l'Empire hitlérien perceront en un point précis, à la limite de la ligne Maginot et de la plaine franco-belge, par les Ardennes, réputées à tort impénétrables, parce qu'un chemin forestier n'a jamais empêché un blindé de passer, la Meuse n'a pas empêché un blindé de traverser, c'est la fonction des blindés. Et c'est une percée à l'axe de faiblesse, à la jonction des deux éléments du dispositif français qui expliquera l'anéantissement, l'écrasement de 1940. Alors je trouve un petit peu fort de café de faire porter au pouvoir civil l'incurie de militaires dont
la pensée a été déterminée dans l'écoute intellectuelle d'un homme qui est le maréchal Pétain. Alors même que quelques officiers, on parle évidemment du colonel Charles de Gaulle, qui sera nommé à titre provisoire général de brigade quand il deviendra sous-secrétaire d'État à la Défense nationale, au moment où tout est déjà plié, malgré le fait qu'il ait démontré clairement que lorsque la France mettait face aux Allemands des divisions blindées concentrées, non seulement elle résistait, mais elle gagnait du terrain. Non, c'est Pétain. C'est cette conception archaïque et défensive des choses. Mais, vous comprenez, haro sur la République pour créer un nouveau régime dans la foulée des wagons de la Wehrmacht. Mais mon analyse doit être complétée, ce sera l'objet d'une autre partie de cette conclusion. Troisième élément du procès, en politique extérieure, oui, vous avez trahi l'Espagne républicaine. Alors je ne vais pas me lancer dans un long débat sur l'Espagne, la vie politique espagnole est tout à fait complexe à analyser depuis que la République a été proclamée le 14 avril 1931, suite à des élections municipales du 12 avril, lesquelles d'ailleurs ne donnaient pas automatiquement le droit de proclamer une République. Donc déjà le climat de l'illégitimité sur la République. Au printemps 1936, un Frente Popular, mais qui n'obéit pas au même rapport de force que le Front Populaire français l'avait emporté, un coup d'État. Qu'est-ce qui se passe? Ce coup d'État échoue, de sorte que clandestinement, le gouvernement républicain, qui par défaut a été confié à José Giral, appelle à l'aide la France, mais très discrètement, pour lui demander une aide tout à fait limitée, somme toute. Les Espagnols eux-mêmes ne demandent pas, face à l'échec du pronunciamento auquel Franco s'est rallié tardivement, avec beaucoup de prudence, après beaucoup de réticences initiales, voilà, une aide limitée avec de l'aviation, des automitrailleuses, voilà, qui eût dû suffire à, évidemment, rééquilibrer les forces, sauf que le gouvernement français est trahi de l'intérieur. Alors que les messages qu'adresse le gouvernement Giral à Léon Blum passent par des canaux très précis, le parti radical en a connaissance, menace de rendre l'intervention française aux côtés de la République espagnole publique, dans un climat où le pacifisme ambiant dont je vous ai décrit empêche toute politique d'intervention. Le risque est évident que pour soutenir Franco, les nazis en Allemagne, les fascistes en Italie n'interviennent directement. Les Britanniques nous font savoir qu'on ira se faire voir, enfin, qu'on va se démerder tout seul, que la France va se retrouver à poil, seule, en Espagne, et qu'il n'y aura plus d'alliance franco-britannique, y compris face à Hitler. Vous comprenez, dans ces conditions-là, la politique française de non-intervention, qui est jugée aujourd'hui uniquement du point de vue moral, au mieux du point de vue moral, et parfois avec des arrière-pensées politiques évidentes, bon, voilà, que pouvait-on faire d'autre? Blum a choisi. Il a choisi de s'appuyer sur des hommes sûrs pour aider matériellement l'Espagne républicaine. Alors c'est peut-être insuffisant, mais c'est très loin d'être une trahison organisée. Parmi ces hommes sûrs, vous avez le ministre des Finances, Vincent Auriol, parce que tout simplement contrôler l'administration des douanes, c'est quand même capital quand vous faites de la contrebande d'armes. Il a choisi de s'appuyer
sur son entourage immédiat, et notamment sur sa compagne, et il a choisi de s'appuyer sur un ministre radical farouchement partisan de l'aide à l'Espagne, lui, qui ne fait pas partie des manœuvres de la droite du parti radical, alors même qu'Édouard Daladier est ministre de la Défense nationale. Il a choisi de s'appuyer sur son ministre de l'Air, lequel va envoyer des avions en déléguant l'un de ses collaborateurs, mais dont le nom n'a aucune espèce d'importance, n'est-ce pas, pour envoyer des avions au service de l'Espagne républicaine en pièces détachées. Alors c'est un peu compliqué à faire, parce que comme ça ne peut pas passer directement par la France, on envoie ça au Mexique révolutionnaire, lequel leur expédie à l'Espagne. Il y a plus simple, je vous le concède. Ça donnera d'ailleurs le très beau livre et le film sur l'organisation d'une escadrille de soutien à l'Espagne républicaine dans la région de Teruel, André Malraux, l'espoir. Ah, au fait, le petit collaborateur dont j'ai oublié le nom là, Pierre Côte, petit préfet, hein, qu'il avait rencontré à Annecy à compter de 1925. Petit préfet, là, obscur petit préfet. Je crois qu'il s'appelle Jean Moulin, dont le nom vous dit évidemment quelque chose. Donc vous comprenez bien, c'est beaucoup plus compliqué. Comment vous faites pour intervenir militairement en Espagne plus sérieusement? C'est pas très glorieux d'accepter la non-intervention, surtout que ce sera un leurre, puisque les nazis et les fascistes, les Allemands et les Italiens enverront de l'aide massive, tandis que l'aide des démocraties, nul, zéro du côté britannique, et par des circuits que je viens de vous décrire du côté français. Voilà sur les procès instruits contre le Front populaire, ministère des feignants, ministère tenu par des métèques, par un juif, lâcheté diplomatique. Excusez-moi. En mars 1936, lors de réarmement de la Rhénanie, ce n'était pas le Front populaire, on était en pleine campagne électorale. C'est l'armée qui a exigé une mobilisation générale qu'aucun gouvernement ne pouvait décréter. Alors qu'il lui suffit, on le sait aujourd'hui, mais on le savait aussi sur le moment, il s'agissait d'un coup de bluff que Hitler avait donné l'ordre à ses soldats de ne pas, n'est-ce pas, résister et de foutre le camp à la vue du premier uniforme français. C'était des coups de bluff. Et on va rentrer dans la série des capitulations successives, où le poids de l'appareil militaire est toujours présent. Annexion de l'Autriche, mars 1938. Aucune réaction. Et Blum est appelé à former son second gouvernement à ce moment-là, puisqu'il a démissionné au printemps 1937, qu'il a été remplacé par le gouvernement de Camille Chotan, n'est-ce pas, et que déjà les tensions sont telles que... Bon. Blum est en train de vouloir former un second gouvernement. Et par rapport à l'urgence, n'est-ce pas, du péril nazi, que vient de symboliser à tout prix la réunion de l'Autriche à l'Allemagne, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. L'Anschluss. Ce gouvernement élargi auquel il obtient que les communistes participent, parce qu'en 1936, les communistes qui frôlaient du côté français participaient, ont reçu le conseil, c'est-à-dire l'ordre de Staline, de ne pas participer et de se contenter de soutenir un peu de l'extérieur, c'est-à-dire, comme la corde soutient le pendu, parce que c'est ça dont il s'agit, en gérant ce que Torres, pour retomber sur ses pieds, a appelé
le ministère du peuple. Dans les milieux militaires français et les milieux de droite français, qui renoncent à ce gouvernement d'union nationale que pour barrer la route à Hitler, Blum avait envisagé de mettre en place, et je répète, il avait reçu l'aval d'un certain nombre d'hommes tant de droite que du Parti communiste. Je pense à l'entourage de Paul Reynaud, par exemple, pour la droite. Après, c'est la tragédie des accords de Munich. Là aussi, on fait un mauvais procès à Blum, qui aurait éprouvé un lâche soulagement. Attention! Hitler, fin août 1938, dit que si, en un mois, il n'a pas récupéré les Sudètes, je vous ai parlé, coque de montagne, riche de minerais, d'industrie, etc., et germanophone, si cela n'a pas été obtenu par la négociation, c'est-à-dire le démantèlement de la Tchécoslovaquie, quelques mois après donc l'annexion de l'Autriche, alors ce sera la guerre. Et là, il ne bluffe plus, parce que contrairement en 1936, il a une armée. Une médiation diplomatique aboutit, et on apprend le 15 septembre qu'elle va avoir lieu à la fin du mois. Blum, comme les autres, apprend qu'il va y avoir cette réunion. Elle n'a pas encore eu lieu, donc il n'en connaît pas les résultats. Qu'est-ce qu'il écrit dans le journal socialiste populaire? À l'annonce simplement de la tenue de cette conférence, qui évite ou qui reporte la guerre, mais qui ne présume en rien des résultats, et qui ne peut pas, en toute connaissance de cause, être tenu comptable de la capitulation totale que seront les accords de Munich, puisqu'on ne les connaît pas, c'est 15 jours après qu'ils auront signé. L'homme écrit, j'éprouve un lâche soulagement. Le lâche soulagement, ça porte sur la tenue de la négociation, pas sur les résultats. Et donc, il est viscéralement malhonnête de dire que Blum s'est contenté d'un lâche soulagement à propos de Munich. Mais vous voyez bien à travers ces exemples-là que l'on est en pleine dérive de légitimation de ce qui va se passer après, c'est-à-dire la France de Vichy. Et là, je voudrais très rapidement faire un survol de conclusion plus générale sur tout ce que j'ai essayé de vous montrer. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer? Parfois, vous m'avez accusé de sortir de mon rôle, quand par exemple, je me suis permis d'avoir un homérique éclat de rire sur la cérémonie au Panthéon organisée par le président Macron, auquel d'ailleurs l'élu que je suis, l'élu républicain, enfin, l'élu attaché à la République, je ne suis pas au parti républicain, ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas, merci. L'élu républicain, c'est-à-dire attaché à la République que je suis, tient à lui souhaiter un prompt rétablissement. Non pas que j'ai la moindre parcelle d'accord et que j'éprouve ni la moindre estime ni le moindre respect par rapport à la politique qu'il mène, qui est une politique qui engage la France sur les sentiers du déshonneur, mais parce qu'il est le symbole de la République française, tout simplement. Et que l'élu que je suis, se doit de dire que le symbole doit être préservé. Voilà les choses. Voilà comment les choses se passent. J'avais donc ironisé sur cette cérémonie du Panthéon
où Macron faisait revenir, n'est-ce pas, l'idée républicaine à des origines, la Troisième République. Non, c'est la Première République. C'est la grande Révolution française. C'est la mise à mort de la monarchie. Et c'est l'exportation de cet idéal en direction de l'Europe entière par les soldats de l'an 2. Non, la République, c'est 1848. Et notamment ce moment, on a le droit de rêver de temps en temps, où le chômage a été déclaré illégal, avant que le peuple de Paris ne soit fusillé et massacré lors des journées de juin 1848. La Troisième République, née dans les décombres de la défaite du Second Empire face à la Prusse, au point que l'Empire allemand ait proclamé l'unité allemande, Galerie des Glaces, à Versailles, en France donc, avec la Commune de Paris, massacrée par le général Gallifet. Non, je me suis attaché à vous montrer ce que ça avait été que ce dur combat continu face à des adversités, à des opposants, et combien finalement, à la fois à travers des œuvres émancipatrices, les grandes lois de 1881, après la crise du 16 mai 1877, l'échec des monarchistes à assumer une restauration, comment les républicains, en conquérant les campagnes, s'étaient développés, comment la République avait donc fait des grandes lois d'émancipation. Je pense à cette grande loi de la presse en 1881, sur laquelle certains chapitres ou articles de la loi scélérate dite de sécurité globale prétendent revenir. Moi, je ne tolérerai jamais la moindre limite à l'exercice de la République. La République dispose de tout l'arsenal juridique pour se défendre. Elle n'a pas besoin de loi d'exception. Et on sait ce que c'est que les lois d'exception lorsqu'elles ont été appliquées en 1893 et lorsqu'elles ont été également appliquées par la France de Vichy. Donc là-dessus, je ne transigerai pas. Les grandes lois qui sont confrontées à de grandes crises. Le boulangisme, excusez-moi, je ne peux pas parler. Donc, excusez-moi, l'interruption d'ordre municipal. Non, on regardera ça tout à l'heure. J'ai presque fini, rassurez-vous. Donc, ces grandes œuvres d'émancipatrices avec l'école, j'ai aussi indiqué les limites, parce que c'est un enseignement idéologique aussi. C'est pas tant uniquement le progrès des outils d'acquisition de connaissances que fabriquer des Français, dans l'esprit de la revanche. Les grandes crises, donc, le boulangisme, l'affaire Dreyfus. Bref, tout ce que j'ai essayé de vous toucher du doigt, faire toucher du doigt, je parle évidemment de l'intégration des catholiques qui se fait plus par l'union sacrée, qui fait admettre les lois de laïcité et la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 et qui met un terme à la guerre scolaire parce que tout simplement en 1923 un nouveau compromis est passé sur les associations diocésaines. Voilà. Non, ce que je veux vous dire, c'est que ce moment républicain que j'ai survolé a toujours été refusé par une partie de l'opinion, qui a rassemblé des courants traditionalistes, catholiques, antisémites, xénophobes, et qui, lorsque la situation devenait sur le plan économique et social plus délicate, a joué sur salopards d'étrangers qui mangent le pain des Français, enfin bon, tous les clichés
mais que malheureusement on retrouve souvent aujourd'hui. Et finalement, l'idée que je voudrais que vous reteniez, c'est que ce qui va se jouer en 1940, entre la défaite, la demande d'armistice pour refuser le combat, lorsque Paul Reynaud, épuisé, laisse le pouvoir au maréchal Pétain, le 17 juin 1940, et qu'en plus aucun leader politique, notamment Georges Mandel, qui aurait pu incarner cette résistance, donc l'armistice, des conditions honteuses. Parce que est-ce qu'une défaite militaire doit accepter d'entraîner le fait que la France livre les réfugiés politiques sur son sol? C'est bien une des clauses de l'armistice. La France se déshonore. Et le 10 juillet 1940, le vote des pleins pouvoirs à Pétain. Je ne tolérerai jamais cette historiographie ou ce discours convenu disant que c'est la faute de la défaite. Non! C'est la revanche de ces milieux anti-républicains qui ont poussé du col au moment du boulangisme, au moment de l'affaire Dreyfus, au moment du 6 février 1934, et qui avaient su toujours être contenus. En ce sens-là, le régime de Vichy n'est pas une forme de fascisme à la française, mais la victoire d'un courant politique franco-français. Ce n'est pas arrivé dans les wagons de la Wehrmacht. Alors, une fois n'est pas coutume, je voudrais laisser la parole à l'un des deux députés non communistes qui s'est opposé aux accords de Munich que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez un socialiste qui, en dépit de tout, vote contre, Jean Bouet, député de Côte d'Or. Vous avez un député de Paris de droite, Henri de Kérillis. Je voudrais laisser la parole à Henri de Kérillis. Ouais, moi, républicain de gauche, radicalement insoumis, parce que je trouve ce qu'a écrit Henri de Kérillis magnifiquement formulé. Vraiment, constituant une ligne de force qu'on ne devrait jamais oublier. Messieurs, je sais qu'il y a parmi vous des hommes pénétrés de patriotisme qui espèrent que la France pourra désormais vivre libre et heureuse auprès de la grande Allemagne. Je souhaite de tout mon être me tromper en vous disant non, vous avez tort, n'espérez pas. L'Allemagne ne respecte que la force. Vous venez de montrer que vous étiez faible. Je crois, mes chers amis, chers étudiants, nous remercions encore du courage dont vous avez témoigné à subir ces vidéos. Je répète, ce n'est pas l'idéal, mais moyen de faire autrement. Je veux que vous méditiez ces paroles d'Henri de Kérillis. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont proches le meilleur, de bonnes fêtes, de bonnes réflexions aussi, c'est important. Et pour l'année 2021, par anticipation, tous les vœux pour tous ceux que vous pourrez vous souhaiter à vous-même. Je ne vais pas être impérialiste quant à vos vœux. Au revoir. Et donc, pour ceux que je suivrai au second semestre, j'espère en présentiel, mais ce n'est pas entre mes mains. Bon courage, bonne fête
Et pour les éventuels retardataires, mais j'en ai reçu pas mal, donc dans l'ensemble, je suis plutôt content. Envoyez-moi vos travaux. Salut.